On attend notre troisième présentateur, mais on va commencer. Alors, bienvenue à tous. Merci pour cet atelier qui consiste en la restitution des résultats de l'enquête annuelle qui a été lancée par l'Institut des actuaires et qui concerne les activités et les risques. Et donc, c'était une enquête qui a eu lieu sur l'année dernière, cette année, pardon, et qui donnait sur les données à fin juin 2023. Donc, nous sommes trois à présenter. Jean-Marc, Philippe qui va arriver, puis je suis Isabelle. Et on vous présente aussi l'ensemble des membres du groupe de travail qui ont participé à tour de rôle depuis maintenant ces 3 dernières années de constitution de ce groupe de travail. Pour le sommaire classique, on va présenter une introduction, on va représenter notre méthode de travail sur comment a été initiée et comment vit cette enquête activité et risque. On vous présentera les synthèses de nos travaux, les points forts à retenir. Donc ça sera Philippe qui vous présentera cette partie et on vous présentera ensuite des résultats plus détaillés avec des commentaires. Donc ça sera Jean-Marc qui... non, toi tu seras sur l'épargne retraite santé, pardon. On vous laissera poser vos questions, on essaiera d'apporter des réponses et puis on vous présentera ensuite nos conclusions et la suite des travaux pour l'année prochaine. Donc ce groupe de travail, il a été initié au sein de l'Institut des actuaires et il nous a demandé de produire une cartographie des risques récurrente à l'aide d'un sondage périodique. Donc cette année, c'était la 3e édition et on s'est appuyé sur des données qui étaient envisagées à fin juin 2023. Voilà. Donc on a interrogé l'ensemble des actuaires, de l'Institut des actuaires, et on a posé des questions sur l'évolution que les actuaires envisageaient et sur les paramètres significatifs des branches d'activité en assurance autour de la collecte des sinistres ou du provisionnement. L'idée était d'en recueillir les facteurs explicatifs et également d'identifier les facteurs de risque les plus déterminants pour chaque activité d'assurance sur un horizon très court de 1 à 3 ans. Voilà. Donc on est parti sur cette ventilation des branches d'activité avec d'une part les assurances de personnes, avec tout ce qui est l'épargne, la retraite, qu'on a regroupé cette année, qui était, voilà, on trouvait plus pertinent de les regrouper, avec l'assurance santé et on a regroupé également la prévoyance, l'emprunteur et la dépendance. Côté assurance de biens de responsabilité, on a regardé tout ce qui concernait l'assurance auto et l'assurance des particuliers avec multirisque, habitation, responsabilité civile et l'assurance professionnelle, donc également multirisque, l'assurance agricole, transport, crédit, caution. Voilà, donc notre but, c'est de pouvoir se distinguer de l'ensemble des autres cartographies de place qui peuvent exister, que sont celles de France Assureur, AXA, Allianz. Il y en a énormément qui existent, sur lesquelles on a pu travailler sur les premières éditions, et sur lesquelles on a cherché à pouvoir se distinguer. Et du coup, on a proposé une analyse plutôt centrée sur les activités d'assurance, ce qui n'est pas fait dans les autres cartographies, de ce qu'on n'a pas pu retrouver. Voilà. Sur la méthode, donc, on est sur un processus régulier. Donc vous voyez comment se passe une année de travail. Donc là, on en est en bout de course sur la fin du processus. On a eu une présentation aux journées d'études CACI de Reims en septembre, pardon. Et puis là, nous sommes au 100% actuaire. Ensuite, il y aura une communication sur le site de l'Institut avec l'ensemble de nos restitutions. Je vous montrerai la page en fin de présentation. Donc habituellement, on commence nos travaux une fois que ceux-ci sont finis, donc en novembre, décembre. Donc on va recadrer, on va faire un feedback sur les travaux de cette année et réfléchir à qu'est-ce qu'on veut faire l'année prochaine, savoir comment on va pouvoir améliorer ou mieux analyser nos résultats. Ensuite, entre décembre et avril, on avait une série d'entretiens pour pouvoir affiner
le cadrage qu'on avait pu mettre en place. Et puis ensuite, en juin, on a envoyé le sondage. En juillet, on a dépouillé les résultats. Et puis on a fait la restitution avec l'analyse courant de l'été. Voilà. Je vous passe la main à Philippe. Merci. Donc en synthèse, pour commencer, pour cette édition, vous allez le voir, il y a des facteurs explicatifs et des facteurs de risque qui sont donc comment on peut expliquer les choses. Donc on a affiné par rapport à l'année dernière ces facteurs explicatifs. C'était une des ambitions qu'on s'était données comme conclusion de l'édition précédente. Donc on a essayé de raffiner tout ça, toujours avec cette méthodologie de stop and go. On est allé questionner, qu'est-ce qu'il faudrait rajouter, etc. Donc c'est véritablement une méthodologie à l'écoute. Nous avons rajouté également un glossaire dans le prolongement de la toute première édition. Dans la toute première édition, nous avions exhibé un certain nombre de risques, de facteurs de risque dans les grandes cartographies dont parlait Isabelle. Et on avait fait un classement des facteurs majeurs principaux à partir de ces cartographies. Et on avait proposé dans le sondage, on a dit voilà, ces facteurs-là, ces top 10 en quelque sorte, est-ce qu'ils sont prégnants, pas prégnants, qu'est-ce qu'ils représentent pour vous, est-ce qu'il faut, etc. Et on a conservé bien évidemment ces facteurs de risque, en tout cas l'essentiel, mais on en a rajouté d'autres qui sont une plus forte granularité, parce que les premiers dont je parlais, ils étaient peut-être un peu larges. Donc c'était des grands risques entre guillemets. Donc on a rajouté quelques, notamment par exemple, je vais citer un exemple de raffinement, les risques liés, vous voyez que c'est très pointu, aux véhicules autonomes. Vous voyez que c'est par rapport aux risques liés au vieillissement de la population qui était né de la toute première édition, c'est pas tout à fait la même dimension. Mais on a voulu faire ça pour avoir une meilleure granularité. En matière de nombre de réponses, eh bien, nous sommes satisfaits de voir que même si on n'atteint pas encore les 1000, on est à un niveau de répondants 220 qui, numériquement, n'a rien à envier des grandes cartographies, aux grandes cartographies françaises en tout cas. Voilà. Et nous avons eu 306 réponses, évidemment, puisque certains ont répondu à plusieurs branches. Et comme l'an dernier, donc les branches d'assurance de personnes ont récolté plus de réponses, très précisément 174, par rapport aux assurances de biens et de responsabilité. Alors, pour repartir sur le contenu de l'enquête, donc notre enquête, on peut dire l'enquête de l'Institut en tout cas, c'est activité et risque. Au départ, on était parti sur cartographie des risques, mais en réalité, on a constaté que dans ce que nous cherchions à savoir, il y avait un facteur important, c'était l'activité, le niveau d'activité. Donc c'est activité et risque. Alors, en matière de niveau d'activité, d'abord on a demandé quelle était l'expérience. Bon, c'est simplement pour avoir une idée du profil qui répond, voilà. Est-ce que ce sont des personnes d'expérience assez longues ou pas? Bon, il y a un petit peu de tout, on va dire. Donc on a mesuré l'évolution de la collecte. Donc l'idée c'était d'anticiper quel serait le niveau de progression ou de régression de la collecte à la fin juin 2023. Idem pour ce qui concerne la sinistralité, et tout ceci devant s'inscrire dans des fourchettes préétablies que nous avions calibrées à -10, entre -10 et -5, donc au-delà de -10, entre -10 et -5, entre -5 et 0, et puis sans changement entre 0 et 5, etc., jusqu'à et au-delà de +10. Donc voilà, des tranches en quelque sorte de 5 en 5. Donc même chose pour la sinistralité, donc, et la même chose aussi pour ce qui concerne le provisionnement technique, charge et fréquence de sinistre. Et nous avons également, c'est là qu'on rejoint la partie activité et risque, la partie risque, nous avons demandé quels étaient les facteurs de risque, et en référence à ce que je vous ai dit auparavant,
qui étaient les plus prégnants à horizon 1-3 ans. Alors, en matière de synthèse sur l'activité, donc la collecte à fin juin, donc anticipée à fin juin, donc on est en novembre certes, mais replaçons-nous à l'époque, était estimée en croissance entre 0,5% à l'exception de l'épargne retraite. Je n'insiste pas là-dessus, puisque Jean-Marc va vous en parler très en détail. Même ampleur envisagée, donc croissance également, au-delà même de 5% en assurance de particuliers. Et puis, les graphiques que vous avez en bas de l'écran, j'espère qu'on les voit, je vais me retourner, on ne les voit pas trop. Malheureusement, navré. Ces graphiques que vous retrouverez sur le site, si vous voulez les voir plus en détail, montrent à la fois donc l'évolution à la fois numériquement, en intensité, mais également en direction. Et en direction, on voit que les réponses qui ne peuvent pas encore être qualifiées de très, très homogènes le sont malheureusement moins que l'an dernier, hélas. Et ça se voit comment ? Par le sens des flèches. Quand les flèches vont vers la gauche, ça veut dire qu'on a des réponses un peu plus homogènes. Et quand les flèches vont vers la droite, elles sont moins homogènes. Donc, en tout cas, elles sont moins homogènes en ce qui concerne la collecte, si on arrive bien à lire le graphique. Ah ben voilà, c'est zoomé, voilà. Vous voyez qu'on a des flèches qui partent quand même pas mal vers la droite. Alors, pour résumer, donc, le nombre de répondants, comme je vous le disais, quand même à un niveau très significatif. Deuxième chose, une assez forte dispersion des réponses. Donc, ceci oblige à traiter les moyennes dont nous ferons état avec une certaine circonspection, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais il y a quand même quelques dominantes qui sont communes à plusieurs branches en matière de facteurs de risque. Et facteurs explicatifs, pardon, excusez-moi. En matière de facteurs explicatifs, nous retrouvons assez fréquemment comme facteurs explicatifs des évolutions, les évolutions réglementaires, les risques économiques et financiers, les événements climatiques, et puis également les impacts de l'inflation. Ce sont les choses qui ressortent le plus souvent. En matière de risques non évoqués, on a une case libre, donc réponse libre dans notre questionnaire. C'est-à-dire qu'est-ce qui n'a pas été mentionné dans tout ce qu'on vient de vous dire. Et là, ce qui nous donne quelques espoirs d'arriver à une certaine forme d'exhaustivité, on ne l'atteint jamais, c'est qu'il y a eu très peu de risques soulignés, non évoqués. Donc c'est très encourageant pour nous. Voilà, donc pour terminer, sur les risques potentiels à horizon 3 ans, on observe quand même un certain nombre de disparités entre les assurances de personnes et les assurances de biens. En assurance de personnes, à l'exception de la santé, on va y rentrer, le voir plus en détail, sont les risques à caractère économique et financier, comme je l'ai déjà dit, qui sont en première place. Ensuite, concernant la santé, les risques liés aux évolutions réglementaires et sociétales, là aussi, on va en parler plus en détail. Et le changement climatique et les catastrophes naturelles sont, pas forcément surprenants, cités le plus souvent comme facteur pour les assurances de biens et responsabilité, juste devant l'évolution de la matière assurable et l'assurabilité. Ce qui devient un sujet manifestement prégnant, l'assurabilité devient un vrai sujet. Donc, on va continuer et peut-être que on va rentrer directement sur les résultats plus détaillés et
voilà, résultats plus détaillés, commentaires. Donc, ce que l'on voit en matière de collecte, je l'ai déjà largement dit, c'est des deltas positifs partout, sauf en épargne retraite, en matière de collecte, donc, et une moindre homogénéité par rapport à la... On le voit plus en détail maintenant. Voilà, il n'y a pas énormément à ajouter comme commentaire. En ce qui concerne la fréquence des sinistres, on voit là de nouveau cette amélioration de l'homogénéité et puis un ensemble de réponses, variations positives, éventuellement inchangées en niveau, mais il n'y a aucune fréquence de sinistre, aucune branche qui fait état de régression de la fréquence des sinistres. En ce qui concerne la charge des sinistres, eh bien, même chose que ce que j'ai pu vous dire concernant la croissance et la charge. On a un relatif gain d'homogénéité et toujours des croissances positives de la charge de sinistre. Voilà, pas forcément à hauteur d'ailleurs de l'inflation comme on aurait pu s'y attendre, mais on va rentrer maintenant plus en détail concernant un certain nombre de branches. Vous avez un tableau dont la lisibilité n'est pas forcément excellente, mais on arrive à zoomer, c'est parfait ça. Dans lequel vous avez les facteurs principaux et secondaires d'évolution de la collecte, de la sinistralité. Donc ceci permet de visualiser beaucoup plus en détail encore les facteurs explicatifs. Et vous avez par exemple, je ne vais pas passer tout le tableau en détail, mais en facteur principal, concernant à la fois l'automobile, les assurances de particuliers et la prévoyance, les assurances de professionnels, vous avez comme facteur principal de l'explication de la croissance de la collecte, eh bien, l'inflation répercutée dans les tarifs. Ceci n'est pas forcément une surprise. Et les niveaux de réponse, 51%, 53% et 44%, ce qui est tout de même très significatif. Donc je vous renvoie à ce tableau que vous pourrez visualiser plus en détail sur le site. Et on va enchaîner sur l'activité épargne retraite et je vais donner le micro à Jean-Marc. Ah oui, il l'a déjà. J'ai un micro aussi. Merci Philippe. Alors voilà, je fais un petit zoom sur l'épargne retraite et la santé. Malheureusement, on voulait faire aussi quelque chose d'assurance de biens, mais la personne s'est désistée, donc ce sera que l'assurance de personne. Donc, comme on l'a dit Isabelle et Philippe, les questionnaires ont été regroupés par 4 thèmes, en fait, la collecte, la prestation, provisionnement et les facteurs de risque futurs. Et les participants, il y a 30% des participants qui ont répondu à la partie épargne retraite. Alors, sur l'évolution de la collecte, on a essayé de regrouper ici pour montrer, c'est assez homogène, on va dire. Il y a un peu plus de participants qui ont donné une collecte positive que négative, contrairement à la précédente enquête où effectivement la collecte était fortement anticipée positive. Il y a toujours ce phénomène aussi de je ne sais pas, qui est autour de 10%, comme on verra sur l'épargne. Et ce n'est pas du tout le cas sur la santé, c'est assez étonnant. Enfin, c'est étonnant, oui et non. C'est quelque chose de plus certain la santé que l'épargne retraite, on va dire. Ici, on voit aussi, effectivement aussi une concentration sur l'intervalle 0,5%, avec les 31% des répondants qui ont mis cette case-là. Et c'est à rapprocher en fait, des chiffres qui ont été publiés sur le premier semestre de France Assureur. Alors là, je crois qu'il y a marqué les 6% de France Assureur. Et la CPR a sorti récemment, c'est un chiffre proche des 4% qu'on a trouvé sur le mois de juin. Donc on va dire que les actuaires ont fait une bonne estimation on peut dire ça. Maintenant, les facteurs explicatifs. Ce graphique-là, ça reprend l'ensemble des facteurs explicatifs
toute évolution confondue. Comme disait tout à l'heure Philippe, le contexte économique, c'est celui qui arrive en premier. Alors, ce qu'on a essayé de faire, c'est plutôt un zoom sur le slide suivant, sur les facteurs explicatifs de ceux qui ont répondu que la collecte allait augmenter. Alors on voit effectivement 3 facteurs, on va dire à peu près ex aequo, hein. Le contexte économique, la stratégie commerciale, politique de souscription, et les marchés financiers. Bon, le contexte économique, effectivement, plus l'économie va bien et plus on épargne. Bon, même si c'est un ralentissement à l'heure actuelle. Les stratégies commerciales, c'est pendant des années, on freinait sur les fonds euros. Et là, depuis quelques temps, avec la hausse des taux, on ouvre les robinets, on a des offres de bonus, etc., pour essayer de redynamiser cette politique commerciale, quoi. Et le troisième point, les marchés financiers. Effectivement, on a tendance à voir que quand les marchés montent, ça favorise pas mal les UC aussi. Donc ces dernières années, les marchés ont plutôt monté et plus de collecte en UC. Donc les 3 premiers facteurs qui sont, on va dire, assez proches, la justification des personnes qui ont mis une collecte positive. Maintenant, si on regarde les facteurs explicatifs pour ceux qui ont donné la baisse, alors là, c'est un peu plus marqué, c'est la concurrence, que tout le monde connaît, qui a été, on va dire, cité tout le temps, les dépôts à terme, les livrets bancaires, les livrets réglementaires. La CPR récemment, dans son rapport, parlait aussi des comptes-titres. Les gens achètent des obligations, effectivement. Après vient le deuxième point, le même point que le premier précédent, le contexte économique. Effectivement, avec, on va dire, pas la crise immobilière, mais les taux d'emprunt immobilier qui augmentent, ça ne favorise pas l'épargne. Avec l'inflation, ça ne favorise pas l'épargne. Il y a un troisième point, bon, un peu plus loin, le marché financier, effectivement, qui est classique. Si les marchés baissent, on ne va pas investir en UC. Donc maintenant, si on passe sur les prestations, là on voit qu'effectivement sur les prestations c'est nettement plus marqué, avec une forte hausse d'estimation, une forte hausse des réponses. C'est un petit peu comme la précédente enquête, je ne me rappelle plus combien c'est, j'aurais mal à voir, 32%. Voilà, la précédente enquête, c'est quasiment le double de réponses où la prestation va augmenter par rapport à l'année dernière. C'est vraiment très marqué. Bon, il y a toujours ces 10% d'NDCI qui sont assez étonnants. Comparativement effectivement aux chiffres de France Assureur sur le premier, parce qu'il n'est pas sorti comme voici, il est sorti plus 19%. La CPR a sorti le chiffre, c'était plus 24%. Alors est-ce que les actuaires ici ont été un peu plus optimistes que la réalité? Parce qu'effectivement, au-delà de 10%, il n'y a que 18% des répondants. Peut-être qu'effectivement, on n'anticipait pas une augmentation aussi forte des prestations, telle qu'elle est constatée. Peut-être que ça va se ralentir d'ici la fin d'année, mais sur le premier semestre, les chiffres effectivement sont plus forts que ceux qui étaient attendus par les actuaires. Maintenant, si on passe aux facteurs explicatifs, en fait, ce sont les mêmes que la baisse de la collecte, pour la hausse de la prestation, à part qu'ici, la concurrence, le premier est nettement plus marqué, quoi. Donc, c'est ce qui expliquerait quasi exclusivement la hausse des prestations, selon les actuaires. Bon, ce n'est peut-être pas la réalité dans toutes les compagnies, mais bon, effectivement, dans la vie générale, c'est plutôt la concurrence qui joue, quoi. Ici, c'est le provisionnement. Alors, provisionnement, réponse assez étonnante, oui et non, on va dire. C'est en fait une question qui reste assez ouverte, puisque on parle des provisions, est-ce que ce sont des PM, est-ce que ce sont les APDD, les PGG, le baisse estimé, le risque margin. Donc, ce qui fait que je crois que les réponses, ça ressemble presque à une loi normale, hein, avec une moyenne au milieu. Les gens. Bon, est-ce que l'année prochaine, il faut qu'on revoie, qu'on focalise la question sur le provisionnement en disant telle provision plutôt que telle autre? Parce que chaque répondant a une vision particulière en tête d'une provision sur laquelle il travaille, voilà, d'actualité pour son entreprise. Bon, c'est compliqué à interpréter, donc je ne vais pas aller plus loin. Si on regarde les facteurs explicatifs, la seule chose qu'on peut dire là-dessus, ce qu'on aurait pu s'entendre, c'est de dire, OK, ce qui explique l'évasion des provisions, c'est la réglementation, ce qui n'est pas le cas. Bon, c'est plutôt rassurant qu'il n'y ait pas eu des aspects comme ça, c'est plutôt des conditions macroéconomiques, bon, comme les composantes qui expliquent le calcul de la provision elle-même, quoi. Donc, ce n'est pas des questions réglementaires.
Maintenant, si on passe aux facteurs de risque. Alors, ça, il n'y a pas de surprise. Très fortement publicité, les taux, les hausses et les baisses des taux d'intérêt. Bon, et ça, c'est normal en épargne retraite. Et le deuxième, le choc marché immobilier. Je pense que c'était l'actualité qui fait passer l'immobilier en deuxième, parce que sinon, historiquement, c'est pas celui qui vient à l'idée directement. On va dire que c'est plutôt les marchés actions qui jouent plutôt les défauts d'entreprise, etc. Ici, on a regroupé par couleur, là, en rouge, effectivement, tout ce qui est trait au risque de marché. Ça aussi, c'est pas une surprise. C'est essentiellement les risques auxquels est exposé l'épargne retraite, le plus important. Le deuxième, ce qui apparaît en bleu, ce sont les risques liés à la réglementation. Ça aussi, c'est des choses, c'est moins que la santé, comme on le verra, mais c'est effectivement des choses normales. Alors, il y a peut-être deux petits points qui peuvent prêter, enfin, interprétation qu'on peut relever. C'est ici que la concurrence apparaît avec 13%, qui apparaît très loin. Alors, comme on vient de le voir, c'est les facteurs explicatifs des baisses de presse et de la collecte et des hausses des prestations. Alors, peut-être qu'il est aussi bas dans les facteurs de risque à 23 ans, puisque c'est un risque qui a été avéré, traité, géré, et bien sans doute bien géré, et que donc à horizon 1-3 ans, les actuaires estiment que ce sera derrière eux, qu'il n'y aura pas encore de concurrence, ce sera fini. Et à l'inverse, c'est le risque de durabilité, qui a à peu près les mêmes proportions. Or, c'est peut-être le contraire, c'est qu'effectivement, en épargne retraite, ce risque-là est peut-être un risque plus long que les 3 ans. Ce qui fait que ce n'est pas encore quelque chose de prégnant dans leur activité. Voilà, c'est les deux points qui pourraient prêter à commentaire sur les facteurs de risque. Après, les autres, effectivement, ça reste tout à fait classique sur les risques sur l'épargne retraite à 23 ans. Pas de nouveauté. Maintenant, si on passe à la santé, avec toujours pareil la collecte. Alors, on voit qu'effectivement, ici, on est sur plutôt les réponses sur une très forte collecte, comme la précédente enquête, très forte collecte. Il y a très peu d'indécis aussi. Et bon, peu de gens voient la collecte baisser, ce qui paraît normal. Et les chiffres, effectivement, on n'a pas eu les chiffres à juin 2023, mais bon, les chiffres sont en hausse de la collecte, ne serait-ce que parce qu'on va voir après sur les causes. C'est l'inflation des coûts médicaux qui arrive en tête, parce que les coûts médicaux augmentent, donc les primes vont augmenter derrière. Voilà. Le deuxième point, les coûts médicaux augmentent. Enfin, je ne sais pas s'il y en a qui ont assisté juste à l'atelier précédent, enfin, sur le groupe de travail santé, qu'on détaillait très clairement, qu'on énumérait très en détail les impacts, effectivement, des hausses sur les coûts médicaux. Oui. Et après, il y a la politique de souscription stratégie commerciale. Alors ça, c'est effectivement la forte concurrence qu'il y a sur le marché de la santé. C'est vrai qu'avec la résiliation infra-annuelle, ça a en plus accentué cet aspect-là. Donc c'est le deuxième point qui arrive, qui pourrait paraître presque étonnant. J'aurais peut-être mis, moi, naturellement, l'évolution réglementaire avant cette politique de souscription-là. Et le troisième, effectivement, l'évolution réglementaire, avec les transferts de charges réguliers chaque année, le 100% santé, etc., qui apparaissent. Donc là, ici, effectivement, il n'y a pas de surprise. Moi, personnellement, j'aurais inversé le 2, le 3, mais bon, c'est qu'une vision personnelle. Voilà. Et si on regarde maintenant les prestations, et aussi le graphique est un peu plus compliqué, parce qu'on a essayé de réunir les coûts et les fréquences sur le même graphique. Parce qu'effectivement, dans le questionnaire, il y avait les questions sur les deux éléments. On voit que les deux composantes les actuaires estiment que c'est en hausse, les deux. Et alors, cette hausse-là, il n'y a personne qui ne le sait pas, en tout cas. Ici, tout le monde est sûr, quoi qu'il arrive, même s'il y en a certains qui pensent que ça va baisser. Bon, je ne sais pas comment c'est possible que ça baisse, mais il y en a qui pensent que ça va baisser. Mais c'est effectivement plutôt, les gens pensent que ça va augmenter. Alors, plutôt entre 0 et 5%. C'est vrai que 0,5%, c'est les chiffres de l'année dernière, c'est les prévisions de l'ONDAM qui sont entre 3 et 4%. Ça correspond effectivement à ce qu'on constate sur le marché. Voilà. Maintenant, sur les facteurs explicatifs, c'est pareil, c'est l'augmentation des coûts médicaux qui fait que ça joue sur les coûts.
les évolutions réglementaires, ça peut jouer aussi sur la fréquence. Pareil pour l'évolution de la composition du portefeuille, qui sont les 3 premiers facteurs explicatifs. Effectivement, ici, il n'y a pas de surprise aussi sur les réponses. On voit que la composition du portefeuille, ça arrive en 3e, 4e position. Bon, c'est l'âge d'assuré. Effectivement, on vieillit tous. La population française vieillit, donc forcément, ça augmente les coûts et les fréquences sur la sinistralité. Donc là aussi, il n'y a pas de surprise. Peut-être que 10% sur la fraude, ça fait peut-être beaucoup, mine de rien, mais effectivement, il y a des cas de fraude en santé. Là, pour finir sur ce zoom-là, les facteurs de risque aussi, c'est de 1 à 3 ans. Ben, le premier, c'est forcément j'aurais dit, l'évolution réglementaire, hein, de toutes les lois qui ont lieu. Et après, les facteurs qui interviennent après, c'est tout ce qui est lié à la morbidité, donc les risques troubles psychologiques, les épidémies, les crises sanitaires, etc. etc. quoi. Donc là aussi, il n'y a pas comment dirais-je, de surprise sur les résultats. C'est quelque chose qui était attendu, c'est quelque chose qui est observé dans les compagnies. Et je crois qu'on a fini sur le Zoom par la question-réponse. S'il y a des questions, voilà, avant de finir, après... Parfait. On a 3 micros, hein, donc. Vous parlez plus près Oui, du micro. Oui, c'est ça. Ouais. On a 3 micros, donc allez-y. Hein. Vous pouvez poser toutes les questions. Non, mais voilà. De toute façon, peut-être que ceux qui sont présents avaient répondu, donc ne sont pas surpris par les réponses. C'est peut-être pour ça. C'est effectivement, il n'y a pas de surprise, honnêtement, sur ces éléments qu'on vient de présenter. Il y a 0 surprise sur l'anticipation qu'il peut y avoir. Voilà, c'est des fois les petits pourcentages qui apparaissent, les gens qui répondent, comme je vous dis, les baisses des prestations en santé où j'ai du mal à voir, mais c'est peut-être un cas particulier d'une compagnie qui veut arrêter la santé, peut-être. Mais voilà. Alors, je sais pas que... Non, ma montre, elle est là, donc... 24, oui, donc on n'a pas trop de temps pour la conclusion. Ben, la conclusion, c'est que c'est ce que j'aurais dû dire au début, d'abord, et pardon, nous aurions peut-être, c'est de remercier d'abord ceux qui ont travaillé dans ce groupe de travail et qui ont vraiment mouillé la chemise, et pas seulement les 2 personnes qui sont à ma gauche, qui ont beaucoup mouillé la chemise, mais d'autres qui sont ici présents et qui ne sont pas présents également. Donc un grand merci. Pour que cette aventure continue, si j'ose dire, il faudra continuer à mouiller la chemise. Donc deuxième point, appel aux bonnes volontés. C'est une matière passionnante qu'il faut faire évoluer. Et là, c'est la bonne transition vers le 3e point. Qu'est-ce qu'on va faire pour l'avenir? Qu'est-ce qu'on va faire de tout ça pour l'avenir? Eh bien, nonobstant le fait qu'on commence asymptotiquement à rejoindre une forme qui est un peu stabilisée, nous avons quelques points à améliorer. D'abord, méthodologiquement, je vais y arriver. Dans notre méthodologie, on fait un pré-sondage avant de calibrer le sondage définitif. Donc, on va serrer quelques boulons en la matière. La deuxième chose, c'est la question que je me permets de poser ici, c'est qu'est-ce qu'il faudrait que nous rajoutions encore, que nous avons oublié, ou qui serait dicté, pas seulement par le fait qu'on ait oublié quoi que ce soit, mais qui serait dicté simplement par l'actualité, par l'émergence de nouveaux risques. Par exemple, il y en a un qui me vient à l'esprit, c'est quels sont les risques qui sont liés. Bon, c'est pas seulement parce que c'est une tarte à la crème, on en entend parler, vous n'allez pas être surpris par ce que je vais dire, les risques liés à l'utilisation d'intelligence artificielle. Pas seulement pour les métiers de l'assurance, mais y a-t-il quelque chose, quelque chose à dire, à faire là-dessus, etc. Voilà.
C'est un exemple parmi d'autres. Et donc, étant donné que nous voudrions quand même cette année pouvoir produire quelque chose assez vite, il va falloir que nous commencions très tôt, dès les semaines qui viennent, et puis le début de l'année 2024. Voilà. Et puis, la dernière chose que je n'ai pas dite, c'est que, Isabelle, tu peux peut-être en parler d'ailleurs, de l'étude sur l'assurabilité. Alors, je fais partie également de la commission ORM. Donc, on étudie un certain nombre de sujets, dont la cartographie des risques, les captives et d'autres sujets. Et dans ce cadre-là, il y a un sujet autour de la notion d'assurabilité qui est soulevé, avec un certain nombre de travaux qui vont être mis en place, éventuellement une formation autour de ce thème-là. Et comme cette année, donc, on a travaillé sur un glossaire qui traitait de risques plus spécifiques comme l'assurance automobile autonome, donc, ou d'autres. On a eu le cyber, voilà, où vous pourrez retrouver l'ensemble de ce glossaire sur la page de l'Institut. Et donc, dans ce cadre-là, la commission ORM va produire ce petit glossaire sur cette notion d'assurabilité, avec une trame qui est commune à l'ensemble des risques, où on définit le risque en tant que tel, qu'est-ce que la notion d'assurabilité, et ensuite on regarde quels sont les facteurs qui peuvent peser sur ce risque-là et quelles sont les conséquences au niveau des assureurs. Voilà, donc il y aura un certain nombre d'exemples concrets qui ont pu avoir lieu par le passé ou dans le futur, qui seront présentés. Voilà ce que je pouvais vous dire. Toujours pas de questions. En tout cas, merci beaucoup pour votre participation.